Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. Je suis ravi, j'ai grand plaisir de recevoir Pierre-Louis Lancel aujourd'hui pour son ouvrage Éloge des moches chez Perrin. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour. Vous êtes historien, vous travaillez chez Historia, vous écrivez beaucoup. Déjà, pourquoi avoir choisi ce thème-là ? Parce que là, on est à l'audio, vous êtes plutôt mignon, vous êtes de jolis garçons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi aller chercher les moches ? Parce que ça m'a. En fait, il y a deux raisons principales. La première, c'est que donc ça fait des années que je travaille notamment pour la radio et j'écris des récits qui sont souvent des récits biographiques. Donc ça m'impose de lire des biographies par définition. Et dans ces biographies, ça m'a toujours frappé que le physique des personnes marque énormément leur itinéraire. Et il n'y a quasiment pas une biographie où je ne me suis pas dit ça. Et alors, ça paraît évident pour des personnalités belles. Un exemple que je donne souvent, c'est quand on parle évidemment d'une star hollywoodienne, etc. On ne la connaîtrait pas si elle n'était pas belle. Elle ne serait pas non plus star. Elle ne serait pas star. Et elle aurait... Quoique, puisque vous avez un exemple. Exactement, il y a des contre-exemples, heureusement. Ouais. Mais voilà. Et à l'inverse, on a aussi de personnes dont la laideur a énormément marqué l'itinéraire. Et je voulais aller dans ces contre-exemples-là parce que ça m'intéresse un petit peu aussi de gratter des évidences qui n'en sont pas, pour des raisons un peu obscures qu'on va peut-être développer tout à l'heure. Évidemment. La seconde raison, c'est que je suis frappé à quel point notre époque a tendance à nier la laideur. On est très dans une idée que tout le monde est beau, que la laideur n'existerait pas. Enfin, et c'est évidemment faux, on le sait tous. On est tous confrontés de temps en temps à des situations où on trouve une personne soit extrêmement belle, soit extrêmement laide. Et dans les deux cas, il y a quelque chose qui se passe dans la seconde. On est un petit peu déstabilisé, on est un petit peu gêné, et y compris avec la grande beauté, je tiens à le dire. Je comprends. Ouais. Et voilà. Et donc, cette négation de la laideur m'a interpellé. Et je me suis dit, je crois que c'est pas rendre un service aux personnes laides que de nier leurs problèmes, parce que c'est un problème, c'est un drame, on peut pas ne pas le dire. Et donc, c'est finalement leur rendre service que d'en parler et aussi de montrer à quel point des personnalités ont pu dépasser ce problème. C'est dans les contes que lorsqu'on dit « Je t'aime » au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ses mots de soleil. J'ignorais la douceur féminine, ma mère ne m'a pas trouvé beau, je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur, je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie, grâce à vous. Une robe à passer dans ma vie. Vous aurez reconnu Cyrano de Bergerac, qui est peut-être le grand exemple de, entre guillemets, la laideur, parce que finalement c'est subjectif, on peut devenir grand malgré ça. Bien sûr. Alors, sur la subjectivité, je tiens à créer une forme de disclaimer, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que, très, en bon français, voilà. C'est-à-dire que très souvent, par rapport à ce livre, j'ai déjà remarqué que ce livre suscitait énormément de réactions, ne serait-ce que par son sujet, et beaucoup de personnes me disent « Oui, mais la laideur, c'est subjectif. » Alors, bien sûr, la laideur, c'est subjectif, mais il n'empêche, à une époque donnée, selon des critères de l'époque, il va y avoir des consensus, des personnes qui vont estimer très majoritairement que quelqu'un est très laid. Et ce consensus a des conséquences pour cette personne. Donc, voilà, on peut pas écarter le problème d'un revers de main en disant c'est subjectif. Bien sûr. Là, mais c'est pas ce que vous faisiez. Hein, mais ça, c'est pour... On mettait fin à l'émission, voilà, c'est terminé. C'est subjectif, il n'y a plus d'intérêt. Non. Et par rapport à Cyrano de Bergerac, évidemment, c'est un personnage magnifique et il incarne exactement le discours que j'essaye de porter, qui est de dire qu'on peut transcender ça. Et lui, il le fait par son intelligence, par son panache, par sa culture. Et il arrive à être l'un des personnages les plus intéressants de la littérature, là où il y a tellement de princes charmants, de personnages très beaux, etc., qui nous ennuient vraiment au bout de la 4e ligne. C'est la caricature de ce dessin animé là, avec le prince charmant qui est complètement abruti. Voilà, et c'est Shrek qu'on aime bien. Voilà, c'est ça, c'est Shrek. Et Shrek qui est justement laid, c'est un petit peu ça. Voilà, et qui incarne quelque chose de complètement différent. Et qui finalement réussit avec ses amis, avec son entourage,
par ses autres qualités. Ouais. Alors vous démontrez dans le livre qui m'a accompagné tout cet été. Et l'avantage, c'est que comme c'est entre guillemets des fiches, c'est des personnages en fait. Vous parlez. Oui, voilà, ce sont 11 personnages. On n'est pas obligé de le prendre de A à Z. On peut le lire dans le désordre. Oui, tout à fait. L'ordre qu'on veut. J'ai l'impression que vous démontrez quand même que justement la disgrâce physique, c'est pas seulement un fardeau, mais ça peut devenir une force, voire une source de génie, de résilience. C'est ça en gros. C'est complètement ça. Et c'est vraiment les personnages, quand j'ai fait mon casting de moche, si on peut dire ça comme ça, quand j'ai fait ce casting... Toujours en français. Toujours en bon français. Alors, je suis désolé, il faut que je fasse très attention. Ma grand-mère va pas être contente. Mais non. Quand j'ai fait ce casting, j'ai essayé de présenter des situations très différentes, mais qui à chaque fois se rejoignaient là-dessus. Des personnes qui ne sont pas arrêtées au drame de leur laideur, n'en ont pas fait une tragédie, mais sont allés au-delà pour construire quelque chose. Et ils ont tous développé des stratégies différentes, et les 11, là, incarnent quelque chose de différent. Un chemin, comme ça, pour aller au-delà de ce problème. Alors moi, j'ai commencé avec Sainte-Beuve, qui fait partie de votre casting, de votre série de personnages. Moi, j'adore Victor Hugo, j'adore sa vie, j'adore comment il a été avec sa femme, pourquoi, etc., etc. Et je ne savais pas que Sainte-Beuve était si disgracieux. En fait. Oui, alors Sainte-Beuve avait un physique très très moyen, on va dire ça comme ça, mais il l'aggravait, semble-t-il, parce qu'il était très très mal dans sa peau. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une grande réalité aussi avec la laideur. On dit qu'elle fait appel à la subjectivité des autres, mais elle fait aussi appel à sa subjectivité à soi. C'est-à-dire, on a tous connu ça, je pense, on a tous été adolescents, on a tous eu des périodes un peu compliquées, où on s'est senti pas beau, et finalement, ça nous rendait moins beau qu'on ne l'était. Et dans Sainte-Beuve, on a un petit peu la caricature de ça, de quelqu'un, oui, il est pas très beau, il a le dos un peu voûté, il est un peu rouquin, il se sent pas bien, et en plus il a des problèmes physiques un peu intimes qui aggravent ça. Et il a tendance à penser, à l'époque où il rencontre Victor Hugo et sa femme Adèle, il a tendance à penser qu'il ne connaîtra jamais l'amour. Et il va rencontrer l'amour. Bah oui, avec elle qui a été un petit peu dégoûtée par son mari. Oui, voilà, parce que Victor Hugo avait tendance à délaisser, bien sûr, un petit peu Adèle, et un petit peu aussi son amie Sainte-Beuve. Et il les a délaissés un petit peu en même temps. Et l'erreur qu'il a sans doute faite, de son point de vue, c'est de penser que Sainte-Beuve n'était pas un danger, justement parce qu'il était assez disgracieux. Bien sûr. Sauf que les disgracieux ont un grand avantage sur les personnes belles, c'est qu'elles savent mettre autrui sur un piédestal. Et c'est ce qu'il a fait, Sainte-Beuve, avec Adèle Hugo. Il l'a admirée. Il a été extrêmement touché par cette figure de mère aimante, cette fosse au calme qui cachait des tempêtes. Il a été extrêmement séduit. Et il a compris que ce que cherchait Adèle, c'était quelqu'un d'attentif. Il l'a été. Il l'a séduite. Il est sorti de la friend zone pour continuer à parler français. Voilà. Et il est passé une émission sur les anglicismes. Exactement. On devrait faire un truc d'ailleurs comme ça. Moi, je me suis demandé pourquoi avoir choisi le mot moche. Parce que c'est pas le mot le plus beau de la langue française, justement. C'est mais justement, c'est parce qu'il a quelque chose de cru. Et comme je disais tout à l'heure, je suis un peu agacé par le déni autour de la laideur. Et je voulais un mot qui interpelle tout de suite, où on parle vraiment du sujet. Et donc voilà, ça a été éloge des moches. Ceci dit, on est quand même dans une époque là en ce moment où on fait l'éloge des moches, justement, des fruits moches, on peut les acheter, etc. Il y a pas mal de choses autour de ça. C'est vrai, mais tout ça est un petit peu hypocrite, c'est-à-dire que... C'est du marketing. C'est un peu du marketing, c'est un peu une démarche pour... Votre livre, pas du tout. Pour faire... Non, pas du tout, parce que justement, je crois que mon livre va un petit peu à contre-courant. À une époque où les réseaux sociaux, où la publicité, où... n'arrête pas de nous présenter des modèles de beauté qui sont censés s'imposer à nous, alors qu'ils n'ont pas grand intérêt, qu'ils sont extrêmement fades. Et moi, cette époque de fadeur m'agace au plus haut point, alors que moi, ce que je préfère, c'est pas la beauté, c'est le charisme en réalité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ceci dit, dans toute l'histoire de l'art, si on prend les 3000 ans d'histoire de l'art, dont on a des traces, il y a toujours ça, le canon de beauté, il y a toujours... Le canon de beauté, mais qui est une quête d'idéal. Un idéal qui est quand même distancié. Et la pub, non. Là où la pub, je pense, essaye d'imposer un modèle. C'est différent. Il y a quelque chose de... vous savez, toujours cette idée un peu platonicienne d'un idéal et finalement d'une réalité qui sont en dialogue mais qui ne se confondent pas. D'accord. Ou en tout cas qui sont en incapacité de se confondre. Et donc je crois que le paradigme a un petit peu évolué où maintenant dans une logique marketing
on veut vendre des crèmes de beauté, on veut vendre des vêtements, on veut vendre. Et à partir de là, on impose quelque chose en disant, si vous n'êtes pas conforme, vous êtes un peu moins bien que les autres. Mon combat, il est aussi là, si on peut parler de combat. Je suis en train de me présenter un peu comme un... Je comprends. C'est Coluche qui disait, je sais pas si ça vous parle, Coluche quand même, bien sûr. Vous êtes plus jeune que moi, mais qui disait, si les gens l'achetaient pas, c'est sûr, ça se vendrait pas. Les gens sont responsables aussi. Hein. Faut pas l'acheter. Hein. C'est pas parce qu'il y a de la pub qu'il faut l'acheter. Mais bien sûr, chacun est responsable et c'est aussi pour ça qu'il est... On sort pas complètement du sujet parce que c'est pour ça qu'il est urgent de réfléchir à la beauté et à la laideur. Parce que ce sont des notions sur lesquelles on refuse de réfléchir parce qu'on est dans cette négation, dans ce déni dont je parlais, et en refusant d'y réfléchir, on en devient les victimes, on devient victime des canons qu'on nous impose. Je m'étais demandé si justement vous aviez pas choisi moche par rapport à laideur, parce que la laideur peut aussi être intérieure. Quelqu'un peut être extrêmement... Aussi, bien sûr. Un homme ou une femme peuvent être absolument superbes, mais très très laids intérieurement. Oui, et puis il y a une autre raison assez pragmatique, c'est que Éloge de la laideur, par exemple, ça faisait très ouvrage de philosophie. Ouais, d'accord. Alors, je parle un petit peu de l'histoire de la laideur avec Umberto Eco, ouais, bien sûr. Qui, bien sûr, a été une source dans mes recherches. J'imagine. Donc, je parle un tout petit peu de philosophie dans l'introduction, tout début, juste pour poser quelques jalons. Et après, c'est pas ça. Moi, c'est pas un livre sociologique. Voilà, c'est un livre d'histoire. Et surtout, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit incarné, d'où ces 11 portraits qui chacun traduisent des réalités qui sont en miroir les uns avec les autres. Et finalement, j'essaye de ne pas imposer une lecture au lecteur, mais qu'il puisse réfléchir par lui-même aux conclusions qu'il en tire. Dans tous vos portraits, quel personnage, selon vous, illustre le mieux justement la transfiguration de la laideur en force créatrice? Quel est celui ou celle qui va le mieux s'en sortir? Alors, un peu tous, mais si on parle de la Parce qu'ils sont tous très différents. Ils sont très différents. Ça, j'y ai vraiment tenu. Je ne voulais pas raconter deux fois la même histoire. Ouais, bien sûr. On a des artistes, on a des hommes politiques, on a des gueules cassées, des princesses, on a plein de choses. Mais ceux qui, en termes de transfiguration, j'en citerai deux parce qu'ils sont très différents, justement. D'une part, Danton. Alors, ça finit mal pour lui. On sait qu'il se fait couper la tête à la fin. Mais ce qui est extraordinaire avec lui, c'est que il impose ce corps disgracieux et il en fait un outil politique. Je ne crois pas que sans sa laideur, Danton aurait réussi comme il a réussi, du moins au début. Mais c'est vraiment, et on le voit dans son parcours, que au moment où il a réussi à gravir des échelons de notoriété ou dans l'action, à chaque fois, il a mis son corps en jeu. Il apparaissait, on le voyait, on l'écoutait, parce qu'il avait ce corps de cerbère, de taureau. On n'arrêtait pas de le comparer à des animaux. Oui, bien sûr. Et voilà, donc ça a été très important dans sa carrière politique. Et ça a été l'instrument de son charisme. Et l'autre, dans un genre très différent, je dirais que c'est Toulouse-Lautrec. Parce que Toulouse-Lautrec... c'est quasiment l'inverse. C'est quasiment l'inverse. C'est quelqu'un qui a été obligé de s'écarter du monde à la fin de son enfance parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait un problème génétique et qui faisait que son corps ne grandissait pas à la même vitesse selon les parties de son corps. C'est un résumé un peu rapide médicalement, mais voilà, comme ça a été assez clair. Et surtout, il est extrêmement fragile. Et donc, ça lui interdisait des tas de choses qu'il adorait. Par exemple, son rêve, c'était de suivre son père à la chasse. Ouais. On était dans un milieu aristocratique, voilà. Et donc, quand il commence à peindre, parmi ses premières œuvres, il peint des chevaux. Et ça, c'est bouleversant. Parce qu'on voit cet enfant ou cet adolescent qui est mis à l'écart d'une activité et qui, finalement, la transcende en la mettant sur la toile. Et de même, là où la vie devait lui être interdite et où il aurait été sage, des médecins aujourd'hui lui auraient sans doute conseillé de rester gentiment chez lui et de ne rien faire. Eh bien non, il a décidé de vivre. Il a été dans tous ces cafés extraordinaires, dans tous ces bals, dans tous ces lieux de fête. Et là, il a cherché toute la beauté de ces lieux qu'on disait de perdition. Et il a créé comme ça un univers et il a révolutionné l'histoire de l'art, ce qui est pas mal pour quelqu'un qui était censé rester dans sa chambre. Il a aussi bénéficié d'une époque, il y a tout un
Oui, il y a tout un courant, tout un contexte qui permet ça, bien sûr. Il y a 50 ans, il ne l'aurait pas fait, ou 100 ans avant, il n'aurait pas pu le faire non plus. Oui, on est dans cette belle époque où de nouvelles esthétiques c'est ça. Ouais, c'est intéressant. J'imagine que ça a été très très dur dans votre casting, donc d'en écarter certains. Oui, y a forcément des frustrations. Un exemple là qui me vient tout de suite à l'esprit, j'aurais bien aimé faire un Mirabeau. Ouais. Mais je voulais aussi beaucoup faire un Danton. D'accord. On était dans deux exemples assez comparables. Voilà, un tome 2. On était dans deux exemples très comparables et évidemment, il a fallu choisir. Et j'ai choisi Danton pour son côté plus populaire, pour cette force plus terrestre, disons. Voilà, c'est un homme qui est fait de glaise. Ça me plaît beaucoup. C'est marrant parce qu'en lisant le Danton, justement, je me souvenais pas qu'il ait été si laid que ça, enfin si moche que ça. Il avait été malade, etc. Mais il n'était pas foncièrement moche. Eh ben si. Dans le sens où... On regarde les peintures, si, quand même. Les exemples. Alors les peintures sont toujours améliorées. Oui, c'est pas faux. Faut avoir ça en tête. C'est pas faux. Faut avoir ça en tête. Les peintures sont toujours améliorées. Donc ce qui compte en tant que quand on fait de l'histoire sur ce sujet-là, c'est d'aller voir les témoignages des personnes. Et les témoignages là sont assez clairs. Ouais. Alors c'est marrant justement par rapport aux témoignages, je me suis dit tiens, on aurait pu avoir Joséphine de Beauharnais. Pas au début, parce qu'elle est très belle, jeune, mais quand Bonaparte la rencontre, elle n'est pas si jolie que ça. Il lui manque des dents, ses seins tombent, enfin là justement on a les témoignages des uns et des autres, c'est assez étonnant et je me suis dit tiens c'est marrant, selon l'âge qu'ils ont, ils peuvent devenir moches. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est une dynamique que j'ai utilisée pour un tout autre personnage qui s'appelle Mickey Rooney, qui était un acteur hollywoodien, qui lui est devenu très laid, là où il a été considéré longtemps comme mignon. Et heureusement, il était très populaire. Et heureusement, il était extrêmement populaire. Et après, il a réussi à jouer de son physique pour faire rire, pour être dans un registre qui continuait de fonctionner pour lui. C'était vraiment un enfant star. Un enfant star. Et qui, à l'adolescence, avait ce visage un peu taquin, un peu mignon, ces visages un peu différents qui font des adolescents un peu sympas, dont on a envie d'être les copains. C'est vrai, ouais. Et sauf que ce genre de physique-là ne passe pas la barrière de l'âge adulte. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Et il a été très embêté parce qu'on n'écrit pas tellement, à cette époque, on n'écrivait pas, et peut-être pas toujours pas aujourd'hui, des beaux rôles, des beaux premiers rôles pour des personnes qui ont un physique comme ça si différent. Et là, il a fallu qu'il se batte pour survivre. Et toute son histoire est assez triste de ce point de vue-là. Ça c'est vrai, effectivement. Un petit truc en plus. Oui. Par exemple, c'était un des exemples possibles, en tout cas aujourd'hui. Voilà, mais c'est assez compliqué. Les acteurs d'un petit truc en plus, ils sont formidables, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de scénarios qui les attendent, malheureusement. Je suis d'accord, ça c'est vrai. Jeanne de France, pour changer un petit peu, alors elle, carrément, été virée... Alors, Jeanne de France, physique. Oui, Jeanne de France, c'est une vie absolument bouleversante et édifiante au sens strict du terme. Donc, c'est la fille de Louis XI. Et Louis XI, après... Qui n'est pas Saint-Louis, je dis ça pour tout le monde. Pour beaucoup de gens qui croient que c'était... Pardon, je devrais situer un petit peu plus. On est à la fin du XVe siècle. Et Louis XI lui fait épouser un de ses cousins, quand elle est encore enfant. Et l'idée qui se noue dans l'esprit de Louis XI, c'est que sa fille étant tellement disgracieuse, étant tellement difforme, pardon, mais c'est le terme qu'on utilise à l'époque, il pense que ça va éteindre la branche cousine et donc réduire les risques de concurrence au sein de la Maison de France. Ça reste Louis XI. Ça reste Louis XI. On est dans du machiavélisme Absolument, pur. Le fameux prince. Sauf que 22 ans plus tard, ce fameux cousin qui a épousé Jeanne de France devient roi de France. Et à partir de là, on a un gros problème, c'est qu'il n'a pas d'enfant avec Jeanne au bout de 22 ans de mariage, et il va tout faire pour la rejeter et pour annuler leur mariage parce qu'il veut épouser Anne de Bretagne et récupérer la Bretagne, le contrôle sur la Bretagne du moins. Et donc ça lui impose de faire un procès, et dans ce procès, Jeanne paraît, et parmi les discussions, il y a est-ce qu'elle est capable ou non d'avoir des enfants? Est-ce qu'elle est trop difforme pour cela? Et donc, le procès est une énorme humiliation. On lui impose comme ça des discussions sur son physique qui sont très, très, très dures. Et elle affronte tout ça avec une hauteur de vue absolument extraordinaire. Donc, évidemment, elle est face au roi Louis XII, son mari maintenant. Donc, elle perd le procès, son mariage est annulé. Évidemment. Mais
là où c'est très touchant, là où c'est assez bouleversant, c'est que ensuite, elle devient religieuse, elle meurt peu de temps après, et elle devient sainte. Ou elle meurt en tout cas en odeur de sainteté. Et à partir de là, son corps devient un objet de dévotion. Et là, il y a un retournement phénoménal. Le corps rejeté de son vivant devient un corps adulé, un corps auprès duquel on vient demander, auquel on vient prier, pardon. Et voilà, ça je trouve que ce retournement, c'est une belle revanche. Bon, post-mortem, malheureusement, mais c'est une belle revanche. Mais c'est vrai que la difformité, pendant longtemps, au niveau religieux, a été synonyme de diablerie. Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Là, je crois qu'il faut faire une différence entre le dogme un peu de départ, qui consiste à dire que, là, si on se réfère à Saint Paul ou au Christ lui-même, on est plus dans l'idée que nous sommes tous frères, peu importe ce que nous sommes, etc. Donc voilà, ça c'est le point de départ, et normalement on n'aurait jamais trop dû dévier de cela. Reste que voilà, pris en charge par des êtres humains, cette idée-là est malheureusement pas à respecter. Et il y a eu cette idée que la laideur, et bien au-delà d'ailleurs que du point de vue religieux, mais aussi du point de vue social, du point de vue médical, on avait l'idée que la laideur indiquait des défauts qui pouvaient être une propension au mal, mais qui pouvaient être aussi une propension à la maladie, tout simplement. Et qui suscitaient un rejet dont ont eu à souffrir les moches très souvent au fil des siècles. Oui. Je comprends. Je suis d'accord, je comprends. C'était intéressant de mettre aussi la fameuse femme à barbe dans votre histoire, parce que là, on est dans une époque qui va montrer des choses, mais en faire commerce. Qui en fait commerce. L'histoire de la femme à barbe, donc en l'occurrence c'est Jane Barnell, parce qu'il y a eu plusieurs femmes à barbe dans l'histoire, mais elle est très importante et très intéressante parce que elle a assumé, après avoir vécu le rejet, elle a assumé de faire de sa barbe son ticket repas. Et elle l'a pris de manière extrêmement pragmatique, en se disant, bon, dorénavant, je vais travailler dans des cirques. Ma vie va consister à être face au public qui va passer me voir, qui va me juger, qui va m'insulter, qui va me poser des questions sur ma sexualité, sur... voilà, ça, c'était ça, ces journées. Mais à la fois, elle avait beaucoup de mépris pour ce public, évidemment, mais elle gagnait sa vie comme ça. Et au-delà de ça, elle avait, de manière un peu séparée, elle s'est construite une vie privée qui était un cocon, et qui était finalement une vie tout à fait normale. Elle était mariée, elle avait ses petites tocades, elle écoutait la radio, enfin voilà, c'est des choses comme ça, qu'elle raconte bien. Et là, il y a un côté qui m'a plu, c'est ce côté révolution tranquille. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la revendication permanente, il faut que chaque individualité se fasse absolument entendre et que tout le monde, on a l'impression que tout le monde est une victime, etc. C'est un petit peu vrai, on est tous victimes de choses toute sa vie. Bon, voilà, ça arrive, on a tous c'est comme ça, c'est la vie. Mais elle, là où elle avait vraiment un gros motif pour se plaindre et pour entrer dans une forme de révolution combative, eh ben, elle a été beaucoup plus pragmatique que ça. Et au-delà de toutes les humiliations, elle a vécu sa vie. Il y a une sorte d'abnégation, et c'est sûr que ça renvoie à John Merrick, Elephant Man, ce film extraordinaire que je ne peux pas regarder parce que pour moi c'est trop dur. Mais de même, génial. Mais le film célèbre avec Jane Barnell qui est Freaks. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est des monstres, oui, c'est ça. du début des années 30, ce film est très difficile à regarder aujourd'hui. Très dur. Moi, pour écrire le livre, j'ai dû le regarder 4 ou 5 fois. Mais la première fois que je l'ai vu, j'avoue que j'avais vraiment l'impression qu'il était très difficile de me choquer. Comme quoi, il faut être beaucoup plus humble que je ne l'étais. Je me suis rendu compte qu'il y a 2-3 fois où j'ai détourné le regard, où j'étais mal à l'aise. Et là aussi, ça nous dit quelque chose de notre époque où on n'affronte pas trop ce sujet. Oui, je suis assez d'accord. Tout ce qui est moquerie, tout ce qui est... moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Il y a 3 biais assez persistants dans le livre par rapport à notre rapport, la moquerie, la pitié, le déni. Lequel vous paraît le plus destructeur ? Je crois que les trois sont destructeurs parce que les trois ravagent des personnes. Quand on insulte quelqu'un pour sa laideur de manière gratuite, et Dieu sait que ça arrive, et notamment dans les cours d'école,
Oui, les enfants sont très durs. Les enfants sont extrêmement durs parce que, pareil, ils n'ont pas encore ce filtre que nous, on se construit. Et tout à l'heure, je critiquais un peu le filtre, mais il en faut quand même un peu. Donc ça, c'est extrêmement destructeur. La pitié stérile, ça, c'est un autre biais qu'on a souvent. C'est-à-dire qu'on va réduire la personne à sa laideur en lui disant que, on va la mettre de côté, quoi, en se disant, elle n'est pas comme les autres, il faut la traiter mieux, etc. Mais en voulant la traiter mieux, souvent, on la traite en réalité plus mal. Oui, c'est ça. Parce qu'on lui explique qu'il n'y a pas de comme le de handicap, sortie. En fait. Comment ? Comme le handicap. Comme le handicap, c'est un peu le même type de biais. La même dynamique, oui, tout à fait. Et enfin, la négation de la laideur, j'en parlais tout à l'heure. Oui, c'est extrêmement destructeur parce que on nie le problème. Effectivement. En quoi, on en parlait tout à l'heure, la société moderne, obsédée par l'image, aujourd'hui, elle serait plus ou moins cruelle qu'avant, selon vous ? Je crois qu'une des grandes choses qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a une certaine prise sur la laideur. On peut tous faire un petit peu quelque chose pour nos défauts. Et ce pouvoir qu'on a acquis, comme souvent avec le pouvoir qu'on acquiert, il a des effets pervers. Et l'un des effets pervers, c'est de encore plus exclure la laideur. À une époque, finalement, où, par exemple, je parle de Madame Palatine, la belle-sœur de Louis XIV. À son époque, il faut bien avoir en tête qu'une grande partie de la population est vérolée à l'âge adulte, qu'une grande partie de la population n'a plus de dents très tôt, ou des dents qui ressemblent à des marbres italiens. Voilà. Et donc la laideur est extrêmement commune. Et de ce fait, il est plus facile d'en parler et il est plus facile de la mettre à sa juste place. À partir du moment où la grande laideur, là je parle de la vraie laideur, pas de la laideur commune, mais à partir du moment où la grande laideur devient une exception, il y a une espèce de culpabilité qui se met en place et on va expliquer très souvent à la personne laide, là je pense souvent à la question du surpoids par exemple, on va toujours lui expliquer que c'est de sa faute. Ou on va pas lui expliquer, mais on va lui laisser entendre. Et d'ailleurs, les publicités vont dire, vont nous vendre par exemple des machines pour nous arranger, etc. Et si on les utilise pas, c'est un peu de notre faute. Oui. Et enfin voilà, là, ils arrêtaient de manger n'importe quoi aussi. Voilà. Et il y a quelque chose d'assez pervers dans tout ça. Bien sûr. Et c'est, je crois, ça un grand changement dans notre rapport à la laideur. Vous terminez sur Dostoïevski. Pourquoi ? Alors, d'une part, parce que je suis fasciné par Dostoïevski et que je trouve que sur énormément de sujets, il a annoncé les choses. Et sur mon sujet là précis de la laideur et des gens moches, ce qui m'a plu, c'est son histoire à Dostoïevski. Alors, lui-même n'est pas très très beau, mais il n'est absolument pas laid. Ouais. On ne peut pas le mettre dans cette catégorie. Mais il se retrouve dans une situation à un moment où donc il a pris part à des groupes un peu révolutionnaires, etc. Et il se retrouve au bagne, en Sibérie, pendant 4 ans. Le bagne, à cette époque, donc on est au 19e siècle. Ça calme. Voilà, c'est pas une partie de plaisir, et c'est moins qu'on puisse dire. Et il se retrouve au milieu de personnes ravagées. Les bagnards autour de lui sont ravagés. Ce sont des personnes qui n'ont souvent plus aucun espoir, ou qui se raccrochent à des espoirs illusoires. Ils savent tous qu'ils peuvent mourir très très facilement, et leurs visages sont marqués, leurs corps sont meurtris de toutes les manières possibles. Et Dostoïevski, dans ce contexte-là, découvre le sens de la grâce. Ce paradoxe-là, je le trouve formidable. Ouais, je suis d'accord. Et il l'explique très bien dans ses écrits. Et d'ailleurs, c'est très souvent une dynamique de ces personnages qui, comme ça, ont des espèces d'épiphanies, de grandes découvertes liées à l'horreur du monde qui leur en dévoile la beauté. Ouais, c'est formidable. La grâce doit naître de la disgrâce et de la laideur. Oui, et là encore, ça rejoint en réalité pas mal le discours de Saint Paul, notamment, qui identifie bien l'idée que c'est dans la laideur que la beauté ressort, dans la faiblesse que la force ressort. Et évidemment, d'un point de vue cynique, on peut s'en moquer un peu. Et en fait, quand on étudie ces histoires-là, on se dit, il n'a pas tort. Ouais, c'est fascinant. Finalement, c'est un livre très, très positif, très, qui donne envie de vivre, entre guillemets. J'espère. J'espère. C'est un livre, je dirais, qui est une histoire d'amour, enfin une lettre d'amour plus exactement, adressée à l'humanité et à ce qu'elle peut faire. Et au-delà de ça, si on croit à ça, à la grâce. Est-ce que c'est positif ? Je ne sais pas, parce que ça affronte la dureté du monde. Ouais.
ça affronte le fait que, ben oui, les gens sont absolument immondes les uns avec les autres, on se retrouve tous dans des situations compliquées, que la nature humaine est quelque chose de très difficile à porter. Donc, en ça, c'est plutôt négatif. Mais de tout ça, on peut faire quelque chose. Et ça, c'est merveilleux. L'être humain a des capacités immenses. Il faut qu'on en profite. On devient quelqu'un non pas pour ce que l'on fait, pour les coups qu'on donne, mais pour ce qu'on reçoit, pour la résistance aux coups qu'on reçoit de la vie. Oui, et en tout cas pour la manière dont on transforme ces coups. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que des coups qu'on reçoit, on en fait une machine à haine et à frustration ? C'est tout à fait possible et je ne juge pas du tout ça parce que c'est tout à fait compréhensible. Mais il y a aussi des tas de cas où on peut essayer de transformer ça en quelque chose de plus intéressant et qui permet de construire quelque chose. Quand on voit les peintures de Toulouse-Lautrec aujourd'hui, on se dit qu'il a bien fait de ne pas rester dans sa chambre à se morfondre. Exactement, et de sortir et de créer. Je me suis demandé, pour terminer, si Hitler aurait pu rentrer dans ce palmarès, pour pas dire le casting, dans ce palmarès, par rapport à sa vision de l'Arien pur jus. Lui est plutôt moche. Lui est Ou est-ce qu'il n'est pas moche? J'avoue que j'y ai pas réfléchi, c'est-à-dire que l'idée ne m'est même pas venue à l'esprit d'intégrer Hitler, mais maintenant que vous le dites, ça aurait été possible. Je pense que le cas est trop complexe et qu'il y a trop de... Oui, les tenants et les aboutissants sont sur tellement de registres que ça aurait été très, très casse-gueule si vous me passez cette expression. Et peut-être que l'éditeur aurait dit non. ça je sais pas, mais... Pas lui. Justement, l'éditeur, il vous en a retiré en disant non, celui-là oui ou... Eh ben non, j'ai eu la chance... sympa. J'ai eu la chance de travailler avec Benoît Hiver, qui est une des personnes... Sacré éditeur. Oui, voilà, il a une ouverture d'esprit absolument extraordinaire et au contraire, c'est-à-dire qu'un jour, je lui ai parlé de ce sujet il y a très très longtemps, c'est-à-dire que, en fait, c'est même avant de lui rendre mon premier livre, qui était une biographie du duc du Maine, autour d'une table, on discute, et tout d'un coup, je lui dis « Ah, vous savez, j'ai cette idée, et j'aimerais faire ça, et il y a tel personnage auquel j'ai pensé, donc j'avais déjà un pré-casting. » Et il m'a écouté, et j'ai été assez surpris, parce que moi, je pensais qu'il allait un peu calmer mes ardeurs. Et au contraire, il m'a encouragé tout de suite, et il m'a dit « On le fait. » Et il m'a envoyé un contrat. J'étais très très surpris. Magnifique. C'est magnifique et vraiment. Donc son numéro c'est 06. J'ai beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous aimeriez pour terminer que vos lecteurs retiennent du livre ? Ce serait quoi le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Je sais pas parce que je raisonne pas trop comme ça. Une fois qu'un livre est lancé dans la nature, j'ai l'impression qu'il vit son existence. Et que ça ne m'appartient plus, et que c'est très bien comme ça. Et j'ai justement essayé de construire ce livre pour que chacun puisse en tirer ce qu'il veut en tirer. Par exemple, les jeux de miroirs que j'ai essayé de construire, on les voit ou on les voit pas, ou on en voit d'autres auxquels j'avais pas pensé. Ça me va très bien. Bon. Voilà, j'aime cette idée de liberté du lecteur. Et si vous voulez en connaître un peu plus sur les moches, l'éloge des moches, chez Perrin de Pierre-Louis Lancel. Merci beaucoup Pierre-Louis, vous êtes le bienvenu pour le prochain livre et quand vous voulez. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.